Au menu de ce 20h, accueil de grand jour à l'aéroport président Modibo Keïta Sénou. À l'honneur, le Premier ministre par intérim et sa délégation de retour de New York, où ils ont pris part à la 77e Assemblée générale des Nations unies, un accueil qui témoigne de l'engagement des Maliens à soutenir les autorités de la transition. Gros plan ce soir sur une icône du cinéma malien. Il s'agit du réalisateur du très célèbre film Yélé qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 1987. Je parle de Souleymane Cissé qui a 50 ans de carrière aujourd'hui. Un nouvel album du groupe emblématique Badema National, l'œuvre de 10 titres s'appelle Danaya, un cadeau du 22 septembre pour le peuple malien. L'actualité, c'est aussi la tenue de l'atelier national sur la transposition dans la législation nationale de la directive au niveau de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Ce socle juridique de sécurité sociale est perçu comme une réforme majeure. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. D'abord, nous ouvrons ce journal par un décret présidentiel qui vient de nous parvenir. Ibrahim Traoré, bonsoir. Bonsoir, Fousséni Tounkara. Le contenu de ce décret, c'est avec vous. Oui, décret numéro 20-22-08-01 PTR du 27 septembre 2022. Portant prorogation du délai de la mission de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Le président de la transition, chef de l'État, vu la constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 20-22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 20-22-03-42 PTRM du 10 juin 2022 portant en création, mission, organisation et fonctionnement de la commission de rédaction de la nouvelle constitution décrète, article 1er, par dérogation à l'article 7 du décret numéro 20-22-03-42 PTRM du 10 juin 2022 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Le délai de la mission de la commission de rédaction de la nouvelle constitution est prorogé jusqu'au 31 octobre 2022. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 10 août 2022 sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 27 septembre 2022, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup, Ibrahim Traoré, pour ces détails. Le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, objet d'un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes, a été reçu par le président de la transition, chef de l'État, après son séjour à New York, où il a représenté notre pays à la 77e session des Nations unies. Suivons le colonel Abdoulaye Maïga au micro d'Alousseni Touré. Je voudrais avant tout remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant. Évidemment, remercier également son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette confiance placée en nous. Remercier également le peuple malien pour cet accueil très chaleureux. Et en toute franchise, nous avons été agréablement surpris. Et le sentiment personnel est que je pense qu'il s'agit de trop d'honneur pour notre modeste personne. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre tâche au service du peuple. Évidemment, vous savez, lorsque nos compatriotes sortent de manière spontanée, ceci ne peut que nous ragaillardir dans notre mission. Concernant la mission elle-même, et le contexte de la mission, on se souvient que depuis l'année dernière jusqu'à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO, un État n'a subi autant de sanctions. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de sanctions, en plus d'être inédites, totalement illégales, illégitimes et inhumaines.
contre un peuple qui fait déjà face à une situation sécuritaire très complexe. Et ça, il fallait le dire haut et fort à la communauté internationale, que le Mali a été injustement sanctionné. En plus de cela, nous avons été l'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Et forcément, vous savez, si les autres ne l'acceptent pas, pour quelle raison voudrait-il que le Mali l'accepte? C'est pas possible. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes fermés au dialogue. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Et personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Le président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, peut le faire. En plus d'être chef suprême des armées, chef de l'État, il est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment, il fallait clamer tout ceci haut et fort pour que les gens comprennent que dorénavant des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on vienne nous insulter. On n'insulte pas. Vous ne verrez pas un seul communiqué de la transition dans lequel d'abord nous nous ingérons dans le dossier des autres. Nous ne le faisons pas. C'est des principes élémentaires des relations internationales. Donc, on ne peut pas accepter que les autres s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Mais ceci dit, nous sommes ouverts à tous les partenaires. On ne peut pas être, disons, pris au piège de guerre idéologique qui ne nous regarde pas. Nous avons nos défis. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous aider à faire face à ces défis, ils seront toujours les bienvenus, à condition que les trois principes, comme nous l'avons toujours rappelé, qui guident l'action publique au Mali, les principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soient respectés. La souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et nos choix de partenaires, et surtout la prise en compte de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je voudrais vraiment profiter pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. C'était un travail d'équipe, ce n'est pas le travail du Premier ministre par intérim tous ceux, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que tous nos collaborateurs se sont bien impliqués pour que le message soit digeste et bien compris par tout le monde. Mais je voudrais encore vraiment lancer un appel à nos compatriotes. Le combat que nous menons n'est pas un combat simple, nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons surtout pour nos générations futures. Nous savons très très bien que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons, ça c'est sûr et certain, mais pour cela, il est important qu'il y ait de la cohésion en interne. Il est très important de taire, vous savez, nos différents personnels et de regarder l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali passera impérativement par la cohésion, l'unité nationale, et il est impératif que tous les enfants du Mali se donnent la main. Je vous l'annonçais au début de ce journal, l'accueil de grand jour à l'aéroport président Modibo Keïta Sénou. À l'honneur, le Premier ministre par intérim et sa délégation de retour de New York, où ils ont pris part à la 77e Assemblée générale des Nations unies, NAK, qui témoigne de l'engagement de la population à soutenir les autorités de la transition. Nyanya Alou Traoré. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Nous sommes à 2 heures de l'arrivée de la délégation conduite par le Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga revient de New York aux États-Unis où il prenait part à la 77e Assemblée générale des Nations unies. La voix du Mali portée haut et fort par le chef du gouvernement selon ses témoignages. Kato ore kuma fo donc en fait ben be abi en konna ko be kele donc en be kele ka jusqu'au bout
Discours ni sɛbɛnnen ne bɛ sara de a mɔnna quoi ne kan k'a sara na de pa ne to an waniya ni ne kɛra président ne bɛ ni ɲɔgɔnna fɔ mais ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ni fɛn bɛ n bolo n b'a d'a ma ni n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na dasi 100 n b'a d'a ma walayi ne yɛrɛ de ye n ka baara bila ka na n jɔ wa n b'a kɔnɔ n bi yan. Ici, à la sortie de l'aéroport, la jeune Safiatou Maïga, malgré l'écrasant soleil, tenait à être présente aujourd'hui au nom du Mali, tout comme d'ailleurs sa voisine. Installés aux premières loges, ceux-là aussi ne voulaient rien rater du spectacle. Oui, c'est un véritable show de patriotisme malien qui se déroule depuis le début de l'après-midi. Ces messieurs nous viennent de Yirimadio et de Wélé-Sébougou, tout un trajet. Mais le jeu en vaut la chandelle, disent-ils. Ne sera no 8h parce que kanu kama no na nga per ministre kumbe ayan kuna wolo bonya be bonya masagi be anana bonya masagi la ani che ani baraji ala ka sara shini kena ani loban ko nyuma ala ka kalfa anula ne bora wolo sebugula ne be ano depuis 10h donc ne nana parce que anga jamana ye kuma fo donc on jamana donc kuma kan fora romi on kan ga ida jena bi ko on de côté munu kuma na oluta on de do no on a appelé Maïga, nous on a premier ministre. Ako, nous s'en prend avec Assim ou Chokel. Il y a des millions d'Assim au Mali aujourd'hui. Drapeau du Mali par-ci, l'hymne national par-là. Le tout dans une ambiance conviviale, d'unité de solidarité agissante. Autrement dit, les filles et fils du Mali, ensemble comme les 5 doigts de la main, tels que souhaités par le Malikoura. Jamanadenw ka wuli k'u jɔ an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ an k'an cɛsiri hali bi ka kɔnba kɛ n'o kɛra a ka ca Ala fɛ u b'an ɲɛ kan to ye. 13h35, tout s'emballe, le rythme redouble d'ardeur. L'avion vient de se poser sur le tarmac. Le voilà le héros du jour, à la personne du Premier ministre par intérim. Tout de blanc vêtu, ses pas visiblement montrent un homme confiant en l'avenir de son pays. Merci infiniment. Effectivement, nous sommes très honorés. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Effectivement, remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Bien entendu, l'ensemble du peuple malien. Et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément, on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir. Et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Mais effectivement, c'est une grande fierté. Mais je pense que nous avons besoin de l'accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l'ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ces défis que tant que nous ne formons nous-mêmes en interne, bien entendu, un bloc très homogène. À la sortie du convoi du Premier ministre par intérim, l'ambiance devient féerique. L'applaudimètre explose. Une halte était nécessaire. Le héros national s'offre un bain de foule joyeux sur le parcours de l'aéroport jusqu'à la place de l'Indépendance. Après cette effusion d'affection, le convoi s'ébranle, direction Koulouba pour rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Alors, je vous laisse deviner la suite. Partons à Ségou et à Gao, où les populations sont sorties également en nombre pour réitérer leur soutien aux actes posés par les autorités de la transition. Mohamed Kantao pour le commentaire. Nous ne sommes pas des invités, nous sommes des acteurs. C'est un des slogans majeurs de ce meeting du mouvement Sentinelle Malikoura à Ségou. Un meeting qui a donné le ton par l'hymne national du Mali. Il s'agit à travers cette initiative du mouvement d'appuyer les autorités de la transition par des activités citoyennes. Ce mouvement est une réponse à l'appel patriotique du président
de transition, le colonel Assimi Goïta, où il a demandé à toute la jeunesse malienne de nourrir l'intention de créer les sentinelles pour veiller sur les acquis de notre transition de refondation, notre transition de rupture. Des messages de soutien, d'appel à l'union et autres témoignages ont été les temps forts de ce meeting pour galvaniser le public de la salle Merouba. Le mouvement invite enfin les citoyens à s'investir pour la refondation du Mali. Vive le colonel Assimi Goïta, vive le Mali sont les maîtres mots de ce meeting organisé par la synergie des mouvements et associations de soutien à la transition à Ségou. Un meeting qui s'inscrit dans le cadre de la fête de l'indépendance du Mali se veut un soutien aux autorités de la transition. Ségou, dans sa traditionnelle mobilisation, et réaffirme son soutien total et sans faille aux autorités de la transition. Nous sommes très fiers du président de la transition Assimi Goïta. Le Mali Koura est en marche. Nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Nous ne voulons aucune force d'occupation sur notre territoire, comme l'a dit notre ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara. Des déclarations de soutien ont été remises aux représentants du CNT pour les plus hautes autorités de la transition. C'est pour démontrer leur engagement, leur soutien et leur reconnaissance aux autorités de la transition que les chefs de quartier et plusieurs autres acteurs politiques ont répondu présents à l'appel ce dimanche du coordinateur des chefs de quartier de la ville de Gao. Ensemble, ils ont fait des prières et des bénédictions pour le pays. Les autorités de la transition et nos femmes qui sont en train de faire du bon travail, que le Tout-Puissant les assiste dans leur travail comme il difficile, on a fait les bénédictions, parce que les bénédictions sont plus fortes que tout. La présence des autorités administratives et politiques a donné un éclat particulier à cette cérémonie. Ils n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Occasion pour le maire de la commune urbaine de Gao de remercier les plus hautes autorités de notre pays pour la valorisation des fonctions des légitimités traditionnelles. Et c'est l'honneur pour nous aujourd'hui de voir tous nos chefs de quartier avec des insignes qui les distinguent des autres. C'est parce que tout simplement, nous voyons que l'État est proche des populations. Et les populations aussi aujourd'hui, ils sont vraiment très contents d'être avec l'État. À cette occasion, l'insigne et le drapeau remis au coordinateur des chefs de quartier a été présenté à l'assistance. Voilà, c'était là des reportages signés Kandé-Sila, Amidou Dolo. Plusieurs communiqués de soutien nous ont parvenus à la rédaction. L'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, l'ANADEM, la plateforme des organisations syndicales de lutte contre la corruption, la coordination des comités syndicaux de la DAFA, des DRH, des CPS et des DFM, le mouvement pour l'unité et le progrès, l'association nationale des anciens combattants militaires retraités, veuves et victimes de guerre du Mali, bien sûr, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, l'ADVR, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, la plateforme des femmes leaders du Mali, la mairie de la commune 2, le groupe des patriotes du Mali, le parti NEMA, le mouvement pour la refondation de la démocratie, l'association des jumeaux intégrés, l'association Joyorofa, les forces alternatives pour le changement, le PRD, l'amicale pour le développement du cercle de Gundam, l'ADP Maliba. Tous félicitent le Premier ministre par intérim et réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. Ouverture ce matin ici à Bamako de l'atelier national sur la transposition dans la législation nationale de la directive au niveau de la CIPRES, conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Ce socle juridique de sécurité sociale est une réforme majeure. Les travaux étaient présidés par le ministre Ibrahim Ikassa Maïga en présence de certains de ses collègues. Adama Djimde. La sécurité sociale au niveau des 17 États membres de la CIPRES, conférence interafricaine pour la prévoyance sociale,
est un défi majeur pour les gouvernants. Le traité instituant la CIPRES prévoit comme objectif la fixation des règles communes de gestion et d'élaboration de propositions visant l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de prévoyance sociale des États membres. La CIPRES doit être aussi compétitive que certaines organisations similaires. La CIPRES devrait renforcer son positionnement et se hisser au niveau des autres organismes tels que la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, et l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui se sont déjà dotés d'outils similaires. Il nous revient, pouvoir public malien, en application de la directive et de la décision visée, de créer un nouvel organisme de prévoyance sociale par un acte législatif en conformité avec l'ordonnancement juridique interne. La mise en place du socle juridique pour les États membres doit favoriser l'application de la Convention multilatérale de sécurité sociale. Objectif, garantir aux travailleurs ressortissants des États membres les avantages sociaux au niveau des différents pays dans les mêmes conditions que les nationaux. C'est pourquoi la ministre de tutelle appelle à l'union. Je lance du haut de cette tribune un vibrant appel à tous les présidents et membres des conseils d'administration des organismes de prévoyance sociale pour travailler à l'unisson. Le thème de notre atelier national, la transposition dans notre législation de la directive de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale relative au socle juridique de sécurité sociale applicable aux organismes de prévoyance sociale des États membres, est un tournant décisif pour les 17 États membres de cette organisation, dont l'objectif fondamental est d'assurer une meilleure protection sociale des assurés en vue de leur bien-être. La directrice exécutive de la CIPRES a intervenu virtuellement pour exprimer toute sa reconnaissance aux autorités de la transition, vu l'importance de la thématique. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, mercredi 28 septembre, la journée mondiale de lutte contre la rage. La rage, une seule santé, zéro mort, tel est le thème de cette année. À cette occasion, le ministre du Développement rural s'est adressé à la population malienne. Modibo Keïta est au micro de Agibou Koulibaly. La rage, maladie virale, est une zoonose majeure transmise à l'homme essentiellement par la morsure de chiens infectés. La maladie, une fois déclarée, est sans traitement et est mortelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, elle provoque entre 55 000 et 60 000 décès humains dans 150 pays, notamment en Asie et en Afrique, qui comptent 95% des cas. Plus de 40% des cas de rage concerne les enfants de moins de 15 ans. La maladie est caractérisée sur le plan clinique par une atteinte aiguë du système nerveux central, évoluant inexorablement vers la paralysie et la mort. Outre la menace qu'elle présente pour la santé publique, la rage constitue aussi une menace grave pour la sécurité alimentaire et la conservation de la faune sauvage. Des efforts sont déployés et vont continuer de l'être dans la lutte contre la rage à travers la formation du personnel des services vétérinaires, de la santé humaine et de l'environnement, selon l'approche une seule santé. Il en sera de même des actions d'information et de sensibilisation de la population sur la maladie, la prise en charge des personnes mordues et la vaccination gratuite des chiens. Tous ensemble, nous pouvons l'éliminer. Pour ce faire, faisons vacciner correctement et régulièrement nos chiens et chats. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 15 nouveaux cas positifs sur 485 tests réalisés, 41 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 255 patients sont sous traitement. Les enseignants-chercheurs, les professeurs d'université de l'IER sont en conférence à l'Institut des sciences humaines de Bamako. Le débat porte sur le thème sécurité alimentaire autour du passé, du présent à l'Office du Niger. Fademba Keïta.
Le thème sécurité alimentaire autour du passé et du présent à l'Office du Niger invite les enseignants-chercheurs, les agents de l'Office du Niger à faire une plongée dans les 90 ans de l'Office du Niger. C'est aussi l'occasion pour les participants d'analyser les résultats enregistrés, les enjeux de la gestion des terres, le niveau de production et les difficultés auxquelles les producteurs sont confrontés. Nous organisons plusieurs événements scientifiques, mais celui-ci a un caractère particulier dans la mesure où il fait le lien direct entre un programme pluriannuel de recherche de l'ISH qui est intitulé Office du Niger, mutation sociale dans un contexte d'insécurité foncière. Les anciens directeurs de l'Office sont là, beaucoup de chercheurs, beaucoup de profils sont là pour apporter leur contribution au débat, pour mieux cerner l'histoire de l'Office du Niger. Cette journée d'études a pour objectif d'échanger sur les enjeux de la sécurité alimentaire et les préoccupations des exploitants de l'Office du Niger à travers les communications, la projection de films documentaires. Vous aborderez entre autres les thèmes relatifs à l'histoire de l'Office du Niger, à la problématique de la location des terres ainsi qu'aux enjeux liés à la gestion des terres hors casier. À l'occasion du 90e anniversaire de la création de l'Office du Niger, il y a lieu de s'interroger, tout comme l'or, si l'énorme quantité de riz produite par an brille pour les Maliens. Le prix du kilogramme de riz ou du sac de 50 kg n'est pas du tout alléchant. Clôture officielle du projet SIRA, autrement dit l'amélioration de la lecture par l'enseignement de la langue locale, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID pour un coût de 35 milliards de francs CFA. Ce projet avait pour objectif d'améliorer l'apprentissage de la lecture-écriture des élèves de première et deuxième année des écoles publiques et communautaires. Mariam Kone. Apprendre aux jeunes à lire et à écrire est un cadeau à vie qui ouvre un monde d'opportunités. C'est en ces termes que la directrice de l'USAID s'est exprimée lors de la présentation du bilan du projet SIRA. Les statistiques ont montré qu'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle améliore les résultats scolaires. Il s'agit là d'un excellent exemple de nos valeurs communes et des liens d'amitié durables qui unissent nos deux peuples, les Maliens et les Américains. Ce projet a atteint d'importants résultats ces 6 dernières années et, comme toutes les réussites en matière de développement, il s'agissait d'un véritable effort d'équipe, évidemment. Ce projet qui a opté pour le Bamanankan a fait ses preuves, à en croire les bénéficiaires. Le projet SIRA m'a beaucoup servi. C'est avec ce projet que moi je me suis rendu compte que pendant 3 semaines, un enfant peut maîtriser les 26 lettres de l'alphabet français pendant 3 semaines. L'unique système, à ma connaissance, qui fait participer tout le monde. Le parent participe à la maison. Même il y a de ces mamans qui nous ont même témoigné qu'à travers l'enfant, ils ont pu lire. Donc vraiment, je dis, c'est un système à conserver. Nous avons eu maintenant les armes nécessaires. Le projet s'est occupé de la formation de l'enfant en famille, dans la rue et à l'école, en faisant intervenir de façon efficace et harmonieuse tous les intervenants pour que l'enfant sache lire et écrire, donc pour que l'enfant devienne indépendant. Le projet SIRA a permis de toucher 3 944 écoles publiques et communautaires pour 789 000 élèves. Il a concerné les régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. La grande conférence de l'Union internationale de télécommunications UIT se tient à Bucarest en Roumanie. Elle va définir une feuille de route pour la période 2024-2027 et déterminer les principes de l'Union. Une forte délégation du Mali composée du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et de l'AMRTP participe à ce rendez-vous mondial. Le commentaire de Bemba Sibi. Bucarest, capitale de la Roumanie, abrite la conférence plénipotentiaire de l'Union internationale des télécommunications UIT. Les États membres de l'organisation vont définir au cours de cette rencontre une feuille de route pour la période 2024-2027. Tous les pays membres travaillent déjà en étroite collaboration au service du développement de la communication dans le monde et le renforcement du secteur des télécommunications. L'édition 2022 de cette conférence va permettre de déterminer les principes généraux de l'Union, d'adopter
adopter les plans stratégiques et financiers pour les 4 prochaines années et traiter les problèmes liés aux technologies de l'information et de la communication. Au menu également de cette conférence, l'élection du prochain secrétaire général et des pays membres qui vont constituer le prochain conseil de l'IUT. Une forte délégation du Mali composée du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et de l'AMRTP participe à ce rendez-vous mondial. Le Mali est fortement sollicité par les pays candidats pour son accompagnement. La participation du Mali à ce grand rendez-vous lui permet de nouer des partenariats pour sa candidature dans 4 ans et participer à la définition du plan d'action. Pour rappel, la conférence plénipotentiaire de l'UIT est organisée tous les 4 ans et rassemble les participants des 193 pays membres. En image, dans le cadre de la célébration de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, l'ambassade du Mali en République du Congo a organisé le mercredi 21 septembre 2022 une séance de lecture du Saint-Courant dans l'enceinte de la chancellerie à Brazzaville. La restauration de la paix, la concorde, le renforcement de la cohésion sociale sont entre autres sujets de prière et de bénédiction. Le thème de la Semaine nationale de la réconciliation cadre bien avec le Congo où vit depuis des décennies une communauté malienne mixte mais soudée. Voilà une rencontre de séance de lecture du Saint-Coran. 24e session ordinaire du Centre international des conférences de Bamako à mi-parcours. La session a évalué les acquis de la structure au cours du premier semestre de l'année en cours. La réflexion a également porté sur la mise en œuvre des délibérations et recommandations de la session précédente. Cette 24e session est ordinaire, mais elle se présente avec beaucoup de particularités. Le secrétaire général du ministère en charge du tourisme l'a souligné à l'entame de ses propos d'ouverture. L'exercice 2022 s'apparentait à une année blanche. Nous y avons placé beaucoup d'espoir compte tenu de l'allègement des mesures barrières contre le coronavirus qui devrait permettre au CICB de retrouver leur couleur d'antan. Mais hélas, les attentes n'ont pas été comblées. En effet, les sanctions commerciales et financières de la CEDEAO sur le Mali ont étouffé le pays pendant près de 7 mois. L'une des conséquences de cette période d'embargo a été très faible au niveau de la fréquentation du CICB et par les usagers. Face à ces contraintes, la direction du CICB a su apporter des réponses adéquates, un engagement salué à différents niveaux. On a pu réaliser 66 activités, vu la crise qui a secoué le pays, les sanctions que tout le monde connaît. Donc cela aussi a frappé le CICB. Je dois louer les efforts de la direction et de toutes les équipes du CICB qui tiennent, à force d'abnégation et d'ingéniosité, et il a fallu sortir des sentiers battus pour surmonter le manque d'événements festifs, de rencontres de haut niveau, de difficile de mobilisation des créances afin de continuer et de supporter les charges à entretenir et à prendre soin de l'édifice et de ses équipements. Les conclusions de cette session qui évalue les réalisations du CICB durant les 6 derniers mois seront des notes majeures pour relever les défis auxquels le centre est confronté. La Banque malienne de solidarité renforce sa place avec un total bilan de 91 milliards de francs CFA et un résultat net de 11,6 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort des travaux de la 81e session du conseil d'administration de la banque tenue ce matin à son siège ici à Bamako. Le compte rendu de cette session avec Modibo Mariko. Les administrateurs au cours de cette 81e session se sont réjouis des bons résultats de la Banque malienne de solidarité BMS qui, sur le plan financier et malgré un contexte socio-économique difficile à cause des sanctions de la CEDEAO, est arrivé à un total bilan de 91 milliards de francs CFA. Un résultat qui a permis à la Banque malienne de solidarité de renforcer sa place de première banque du Mali. En effet, de 1080 milliards en 2021, le total bilan de la BMS est passé à 1171 milliards avec une part de marché de 18,28%. Les emplois globaux, quant à eux, se chiffrent au premier semestre 2022 à 804 milliards contre 712 en 2021, soit une progression de 12,94% avec une part de marché de 24%.
conséquence, en termes de résultats nets, la BMS a fait un bénéfice net de 11,6 milliards de francs CFA. Des résultats probants qui permettent à la banque de conserver sa première place, cette fois-ci en termes de participation au financement de l'économie nationale. Autre point de satisfaction noté par les administrateurs au cours de cette session pendant les premiers semestres de cette année, c'est non seulement la récapitalisation de la banque à hauteur de 45 milliards de francs CFA par les démembrements de l'État actionnaire, ce qui a permis d'absorber les chocs de dépréciation, mais aussi le lancement de l'audit monétique. Les administrateurs prenant acte de ces progrès ont encouragé la direction de la BMS à conduire des réformes permettant de mieux restaurer ses équilibres. L'objectif étant de pouvoir servir les Maliens partout où ils se trouveront. Le conseil d'administration a enfin remercié les ministres de l'économie et des finances ainsi que les plus hautes autorités pour tous les efforts déployés en vue de permettre à la Banque malienne de solidarité de mieux accomplir ses missions. Le syndicat national des officiers de la police SNOP a un nouveau bureau composé de 30 membres. La nouvelle équipe du SNOP est dirigée par le lieutenant Emmanuel Kodjo pour un mandat de 3 ans. Mohamed Kantao. Emmanuel Kodjo est le nouveau secrétaire général du syndicat national des officiers de police SNOP. C'est à l'issue d'un vote qu'il a été élu par 69 voix contre 34 pour son adversaire. À la tête d'une équipe de 30 membres, le lieutenant de police succède ainsi au commissaire Atayer Ag El Mehdi pour un mandat de 3 ans. Les défis sont énormes pour la nouvelle équipe. Parmi ces différents défis, au nombre de 14 points, le premier point, ça c'est la formation des officiers à l'intérieur comme à l'extérieur. De deux aussi, nous voulons, comme dans l'armée, les primes de logement de 75 000 à 100 000 est inscrit dans les cahiers de charges. Au cours de ce deuxième congrès ordinaire, des attestations de reconnaissance ont été remises à des responsables de la police pour leurs efforts dans la défense des intérêts des officiers de police. Parmi ceux-ci figure le secrétaire général du bureau sortant. Je félicite l'élection de Kodjo à la tête du bureau et je leur conseille surtout de maintenir les caps et surtout maintenir la cohésion au sein des officiers. La protection des intérêts matériels et moraux demeure un des soucis majeurs du SNOP. C'est pourquoi le représentant du directeur général de la police nationale a exhorté les nouveaux dirigeants à plus de responsabilités. Je voudrais adresser nos remerciements au bureau sortant. La fin des travaux m'offre l'heureuse occasion au nom de la DGPN d'adresser à votre bureau les chaleureuses félicitations de toute la direction générale de la police nationale. Abondant dans le même sens, le représentant des syndicats amis et le porte-parole de la synergie des syndicats de la police nationale sollicite l'accompagnement des responsables de l'administration afin de relever les défis des différents syndicats. Gros plan ce soir sur une icône du cinéma malien. Il s'agit du réalisateur du très célèbre film Yélé qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 1987. Je parle de Souleymane Cissé, ce passionné du 7e art qui a sillonné le monde avec le cinéma malien à 50 ans de carrière. Il dispose d'un patrimoine cinématographique inestimable pour l'humanité. Tamsir Diabaté, Abdoulaye Diarra, Astan Saturou Diabaté à la rencontre du cinéaste Souleymane Cissé. Sur les traces d'un grand témoin de l'histoire qui s'est exprimé il y a 40 ans à travers l'image et le verbe. Et l'histoire semble lui donner raison sur l'avenir et les devenirs d'un Mali indépendant dans son film Figné le vent. Il s'agit de ce octogénaire Souleymane Cissé, un cinéaste au parcours exemplaire de par ses œuvres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite étoile qui va briller sur tout le Mali. Ce pays dépassera ce que nous n'avons pas imaginé. C'était la leçon qu'on avait donnée dans ce film. À ses 52 ans de carrière bien remplie, il a à son actif 8 films de fiction et une trentaine de documentaires, dont celui sur l'arrestation de Lumumba. Au lendemain de l'indépendance, Souleymane Cissé faisait partie des boursiers qui sont partis à l'Union soviétique pour des études. Le cinéma, c'est quelque chose qui m'a dominé, je ne sais pas pourquoi, mais de mon enfance, il y avait quelque chose dans le cinéma que je ne trouvais nulle part. Et ça, j'ai été obsédé.
Et c'est ainsi que sa carrière de cinéaste débuta vraisemblablement avec à l'affiche 5 jours d'une vie primée au Festival de Carthage. Il tourne des films mieux accueillis comme Bara, Le Travail et Fignet, Le Vent. Tous deux récompensés par l'étalon de Yenenga au FESPACO. C'est qui lui a valu un statut en plein cœur de la capitale burkinabé. Force est de reconnaître que c'est Yélen, la lumière prix du jury à Cannes en 1987 qui le révélera enfin au grand public. Souleymane Cissé, cinéaste du Mali. Ce prix, je pense que ce n'est pas pour moi, mais ceux qui m'ont aidé surtout de l'autre côté et qui n'ont pas le droit de parler. Merci. Ce cinéaste engagé, respectueux des valeurs professionnelles du métier, n'a jamais réalisé un film facile. Mais la réalisation du film Yélen, La Lumière, a été la plus difficile et compliquée, avec surtout le décès de son personnage principal en plein tournage. Et je ne savais pas comment faire. Alors j'ai essayé pendant 1 an pour réécrire le scénario. L'un des plus mauvais souvenirs du cinéaste Souleymane Cissé dans sa carrière, c'est la sortie de son premier long-métrage Demousso, La Fille, histoire d'une jeune fille muette. Il est interdit au Mali et cela vaudra à Souleymane Cissé d'être emprisonné. Les prétextes qu'ils ont trouvé à dire que j'ai usurpé, j'ai volé leur film. Mon film allait s'arrêter à Demousso. Quand j'étais en prison, c'est le jour où elle est née. En quelque sorte, elle m'a libéré. D'ailleurs, Batou est là. J'ai fait ce film pour lui, pour son combat, pour qu'il sache que ses enfants l'admirent et que ses enfants l'aiment, l'être humain qui il est, et ensuite ce qu'il a fait pour le pays. Souleymane Cissé est un cinéaste qui s'inspire du vécu et de son environnement familial. C'est pourquoi d'ailleurs il a fait de sa famille une école du 7e art. Ses enfants se sont spécialisés chacun dans différents domaines de l'industrie cinématographique. Oui, une manière pour Youssouf Cissé et ses sœurs de perpétuer les œuvres de leur père. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il pose les défis du cinéma sous la forme d'une réflexion globale autour des enjeux, mais aussi des opportunités du secteur. Mais au-delà, nous avons des initiatives à court terme qui pourront nous permettre tout de suite de rétablir tout doucement la parité. En fin de carrière, le défi pour le trésor vivant Souleymane Cissé, c'est la numérisation de ses archives. Aujourd'hui, sa maison se transforme en un musée au regard du patrimoine cinématographique inestimable dont il dispose pour l'humanité. Souleymane Cissé, plongé dans ses archives, reçoit la visite surprise d'un camarade avec qui il a une convivialité vivante à tel point que les âges s'effacent quand ils se rencontrent. C'est un cinéaste engagé, c'est un patriote. Les cinéastes, depuis longtemps, comme lui, se sont engagés dans la valorisation de nos langues à travers le cinéma. Ces deux grands amis et témoins de l'histoire sont optimistes quant au nouveau départ pour un Mali de dignité retrouvée. Les actes qui sont posés sont des actes de véritable rupture avec toute velléité de néocolonisation. Je suis très optimiste pour le Mali, c'est ma conviction. Et c'est ce qui m'a poussé à faire ce métier d'image. Et je crois à la grandeur de ce pays. Promoteur du festival de Niamey, Souleymane Cissé est détenteur d'une centaine de trophées décernés à travers le monde, dont des statues fabriquées à son image. Avec lui, c'est le cinéma. Chaque jour on filme, chaque jour on tourne, chaque jour on crée. Souleymane Cissé, en Afrique aujourd'hui, il est compté parmi les grands à cause de son travail. Vous voyez Souleymane dans la rue de Bamako, il monte sur les motos, il monte derrière les gens, un bon réalisateur. Mêle-toi à la foule, tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est sa politique. Le cinéaste très attaché à ses racines, à son terroir, est un humaniste convaincu. Chaque fois qu'on le rencontre, il a un large sourire.
L'hôtel de l'Amitié a servi de cadre le vendredi dernier à la finale du Gala d'Or 2022. Ils étaient plusieurs candidats à prendre part à ce rendez-vous culturel qui met en compétition chaque année les teinturiers du Mali à travers une émission de télé-réalité dénommée Gala d'Or. Aliou Idrissa Maïga. Pour cette 5e édition du Gala d'Or, ils étaient au nombre de 10 candidats, dont 5 teinturiers et 5 stylistes à exposer leurs œuvres à travers un défilé devant les membres du jury. La promotion de l'artisanat malien, montrer le talent et le génie créateur de nos teinturiers sont les objectifs du Gala d'Or. Cette année, comme nous sommes à la 5e édition, nous avons pris 5 artisans teinturiers et 5 stylistes pour voir ce que ça allait donner. Parce que quand un artisan finit de faire la teinture, il le donne automatiquement à un styliste. Donc nous les avons rassemblés pour pouvoir savoir ce que ça allait donner. Et je pense qu'avec la finale que vous venez de voir, ça a été vraiment bien. Parmi les candidats, 3 sont retenus pour la finale qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Aliou Konaté remporte le premier prix. Je suis content parce que l'année passée, je suis sorti en demi-finale. Ce soir, je suis venu très motivé. Bon, j'ai remporté ce trophée, je suis tellement content, je suis heureux. Une remise d'attestation de reconnaissance et de tableaux au chef du département de la culture et les prestations musicales des artistes du Mali et du Sénégal ont donné un cachet particulier à la soirée. La musique, on continue avec la célébration du 22 septembre mise à profit par le Palais de la Culture pour lancer le nouvel album de Badema National. L'œuvre de 10 titres s'appelle Danaya. Après 14 années, le Badema National retrouve les bacs conformément à la volonté du département de la Culture de relancer les formations nationales. Cheikh Oumar Sangaré et Tchedje Kamara. La mouvance de la célébration de l'indépendance mise à profit dans la salle qui porte le nom d'une icône de la musique malienne, Bazoumana Sissoko, pour la relance d'une des formations les plus emblématiques du Mali. Autant de symboles pour un après-midi de renaissance, celle du Badema National qui revient avec l'album Danaya, la confiance, 10 titres reflétant le Mali pluriel. On a travaillé un peu sur les ethnies. On a fait un titre sur les Dougons, on a aussi un titre de Soraï, on a un titre de Miyanka. Bon, c'est comme ça qu'on a tourné un peu le Mali puisqu'on est national. La nouvelle production a été présentée à travers des prestations live de 4 titres et la projection de 2 clips. L'œuvre est produite par le Palais de la Culture Amadou Ampateba. La technicité d'abord qui est quoi ? La logistique. Il faudra qu'ils aient un outil sur lequel travailler. Donc on est en train de renforcer cet outil-là. Également un nouveau répertoire adapté à l'actualité. Bon, j'ai écouté le Badema des années 70 et avec ce que je viens de voir, je dirais que voilà, c'est là, les acquis sont là et c'est un potentiel. Et ces jeunes ont prouvé qu'ils peuvent aller très loin. Le dernier album en date, T45, est sorti il y a 14 ans et la redynamisation en cours va au-delà du Badema. Cette redynamisation du Badema National s'inscrit dans un cadre global de réhabilitation des formations emblématiques, je veux dire les formations historiques nationales, donc parmi lesquelles le Badema National. Donc nous sommes pour l'instant avec le Badema, mais dans la poursuite de l'exécution de ce programme, nous arriverons également à d'autres formations. Des Maravillas del Mali en 1969 à cette nouvelle génération du Badema, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et la formation nationale entend conserver la quintessence de sa musique.
Et nous bouclons ce journal par ces jolis coups de filet du commissariat de police de Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Les agents de ces commissariats ont mis la main sur 5 malfrats. Leur dernier forfait a été le braquage d'un citoyen sur qui ils ont soutiré la somme de 45 millions de nos francs. Boubacar Kanouté. Suite à une plainte déposée par un citoyen dépossédé d'une somme de 45 millions de francs CFA à la sortie d'une banque de la place le 12 septembre dernier que les braqueurs sont tombés dans les filets de la police. La vidéo du braquage était devenue virale sur les réseaux sociaux. Après avoir analysé le support vidéo, les limiers du 4e de Torokorobougou parviennent à identifier et interpeller les 5 malfrats. Il s'agit d'une bande composée de 2 Maliens et 3 Burkinabés. Leur système, c'est d'aller se poster devant les établissements financiers, les banques, les microfinances, pour cibler les victimes. Ils les suivent jusqu'à un certain niveau et par rapport à l'environnement, ils emploient des manœuvres frauduleuses pour les soutirer de l'argent. C'est des multirécidivistes. Ils sont connus dans les archives de beaucoup d'unités d'enquête du Mali. Et au Burkina également, ils ont reconnu d'avoir purgé des peines là-bas. Le commissaire félicite et salue la détermination de ces hommes et exhorte la population à collaborer. Un accompagnement qui a d'ailleurs permis de mettre hors d'état de nuire ces bandits de grand chemin. Avec cette belle opération, nul doute, c'est une grosse épine qui vient d'être enlevée des pieds des paisibles citoyens. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.